Les choses que nous choisissons de ne pas cacher. Un homme construit entièrement de secrets peut-il aimer une femme qui a passé toute sa vie à croire que l'amour, pour elle, n'était tout simplement pas permis? La veuve arriva à Vienne à l'automne 1893 sans une seule lettre de recommandation, seulement avec une malle en cuir, une fille de 7 ans et une réputation qu'elle n'avait pas méritée. Le scandale l'avait suivi depuis Prague comme une ombre suit une flamme. Son mari, un architecte renommé, était mort en laissant des dettes à la moitié de la ville. Quand les créanciers arrivèrent, ils prirent la maison, les meubles et, plus cruellement encore, l'histoire. La version qu'ils laissèrent derrière eux était celle qui les servait le mieux, celle dans laquelle la veuve avait dépensé sans compter, s'était montrée indifférente aux dettes, les avait peut-être même encouragées. Rien de tout cela n'était vrai. Mais la vérité, avait-elle appris, est la première victime de la ruine financière d'un homme. Elle trouva du travail comme couturière chez une modiste sur la Mariahilfestrasse, une femme pragmatique qui ne posait pas de questions et payait le vendredi. Le travail était bon et honnête et lui laissait les mains à vif, mais elle ne se plaignait pas. Elle avait une fille à élever et elle comptait bien l'élever correctement. Le professeur de musique vivait 3 étages au-dessus de la boutique de robes, dans un immeuble qui sentait la cire d'abeille et le vieux bois. Elle l'entendit avant de le voir. Chaque matin à 7 heures, les gammes commençaient, méthodiques, sans hâte, le son de quelqu'un qui avait depuis longtemps fait la paix avec la répétition. Et chaque matin, sa fille pressait son oreille contre le plafond de leur chambre louée et écoutait de tout son corps, se balançant légèrement, comme si la musique était quelque chose qu'elle pouvait absorber à travers sa peau. Ils se rencontrèrent dans l'escalier un matin de novembre, lorsque le professeur portait un étui de violoncelle et qu'elle portait 2 rouleaux de soie que la modiste lui avait demandé de livrer à un client au 4e étage. Il s'écarta. Elle le remercia. Il remarqua les rouleaux de soie et dit, d'une manière quelque peu absurde, qu'il avait toujours cru que la soie était le matériau le plus proche de la musique parce que tous deux existaient entièrement dans le temps et disparaissaient lorsqu'ils cessaient de bouger. Elle ne sut pas quoi répondre à cela, alors elle ne dit absolument rien, ce qui se révéla être exactement la bonne réponse. Il rit de lui-même et prit les rouleaux de soie de ses bras sans demander et les monta par l'escalier, les remit au client, puis redescendit comme si c'était une chose parfaitement ordinaire à faire. Ce n'était pas un homme beau d'une manière qui s'impose. Il était mince, avec la posture légèrement voûtée d'un érudit et des yeux trop grands pour son visage, et il avait l'habitude d'écouter avec tant d'attention que les gens se sentaient parfois brièvement célèbres en sa présence. Il avait une réputation modeste dans les salles de concert de Vienne, non pas comme interprète, ce à quoi il avait renoncé à 32 ans après une lésion nerveuse à la main gauche, mais comme professeur. Ses élèves parlaient de lui avec une intensité qui suggérait qu'il leur enseignait quelque chose au-delà des gammes. Elle garda ses distances. Elle était une veuve dans des circonstances difficiles avec une enfant, et elle comprenait sa position dans le monde avec précision, sans apitoiement mais sans illusion. Les hommes qui manifestaient de l'intérêt pour elle étaient soit négligents à l'égard de la réputation, soit calculateurs face aux besoins, et elle avait développé un regard précis pour les deux. Le professeur ne semblait être ni l'un ni l'autre, ce qui la rendait plus prudente, non moins. Sa fille résolut le problème en tombant elle-même amoureuse du violoncelle. Elle entendit l'enfant un après-midi jouer avec un crayon, traçant la forme de l'archet sur le sol et fredonnant, et quelque chose se déplaça dans sa poitrine, pas tout à fait de la culpabilité, pas tout à fait du chagrin, mais quelque chose d'approchant les deux. Son mari n'avait jamais autorisé la musique dans la maison. Il avait dit que c'était impraticable. Elle n'avait jamais argumenté, mais le silence lui avait coûté quelque chose qu'elle n'aurait pas su nommer à l'époque. Elle frappa à la porte du professeur. Il ne lui demanda rien pour les leçons. Elle refusa immédiatement, et ils en débattirent sur le palier pendant 10 minutes avant de parvenir à un compromis. Elle retoucherait 2 de ses chemises de concert en échange de chaque leçon. C'était un arrangement absurde et ils le savaient tous les deux, et le savoir ensemble devint, au fil des semaines suivantes, une sorte de chaleur entre eux. Elle commença à comprendre qu'il était seul d'une manière autour de laquelle il avait organisé sa vie pour ne pas le remarquer. Son appartement était rempli de livres et de partitions et d'une qualité particulière d'ordre méticuleux qu'elle reconnaissait comme l'ordre d'un homme qui n'a personne pour mettre le désordre. Il n'avait pas de famille à Vienne. Lorsqu'elle lui posa la question une fois, doucement, il dit seulement qu'il avait fait des choix qui l'avaient séparé des personnes qu'il avait connues auparavant, et qu'il ne les regrettait pas, mais que le regret et l'absence étaient des choses différentes, et que l'absence pouvait être assez vaste. Elle ne demanda pas quel choix.
Elle n'était pas encore quelqu'un qui l'avait invitée aussi loin. Ce qu'elle apprit plus tard, elle l'apprit par fragments, et ces fragments ne prirent sens qu'une fois qu'elle eut l'ensemble du tableau. Le professeur avait un passé que Vienne ne connaissait pas, parce qu'il avait construit son présent avec assez de soin pour empêcher que ce savoir n'y parvienne. Il n'était pas né à Graz, comme il le disait à tout le monde, mais dans un village de Moravie, fils d'un marchand juif de laine. Il était parti à 19 ans avec une bourse et un nouveau nom, pas tout à fait un mensonge, plutôt une traduction, le type de réinvention que le siècle rendait possible pour des hommes ambitieux et à l'identité souple. Il n'avait pas honte de ses origines. Il avait peur de ce qui arriverait à la vie qu'il avait construite si cela venait à être connu. La Vienne des années 1890 était une ville où l'antisémitisme n'était pas un sentiment marginal mais un principe organisateur de la vie publique, et il avait vu ce qui arrivait aux hommes qui ne pouvaient pas contrôler la manière dont ils étaient perçus. Sa carrière, ses élèves, sa petite vie soigneusement entretenue, tout dépendait d'une histoire qui était en grande partie vraie, mais pas entièrement. Elle découvrit cela non par tromperie, mais par accident, ce qui, d'une certaine manière, le rendait plus difficile à écarter. Une lettre arriva pour lui pendant qu'il donnait cours, et le concierge de l'immeuble, qui était âgé et se trompait sur le courrier, la déposa par erreur dans sa chambre. Elle ne l'ouvrit pas. Mais l'adresse de retour était visible, et le nom qui y figurait était un nom qu'elle lui avait entendu mentionner une fois, celui de sa mère, et l'adresse était Brno, pas Graz, et elle resta avec ce petit fait pendant 3 jours avant d'en comprendre le sens. Elle alla le voir un dimanche après-midi, tandis que sa fille était chez une amie, et elle s'assit sur la chaise en face de son bureau et dit, très simplement, qu'elle avait reçu une lettre qui lui était destinée et qu'elle la lui rendait et qu'elle ne l'avait pas ouverte mais qu'elle avait vu l'adresse, et que s'il souhaitait lui dire quelque chose, elle n'était pas une personne qui s'effrayait facilement. Il la regarda longtemps. Puis il lui dit tout. Ensuite, elle dit qu'elle comprenait ce que c'était que d'être définie par une histoire que l'on n'avait pas écrite. Elle dit qu'elle avait passé 2 ans à être la veuve imprudente qui avait ruiné son mari, et qu'elle avait appris quelque chose d'intéressant pendant ce temps, à savoir qu'une fausse histoire racontée assez fort finit par ressembler à la météo, on cesse d'attendre qu'elle change et on s'habille simplement en conséquence. Il dit qu'il était désolé qu'elle ait traversé cela. Elle dit qu'elle était désolée qu'il ait traversé le sien. Puis ils restèrent assis en silence un moment, ce qu'aucun des deux n'avait fait avec quelqu'un d'autre depuis très longtemps, et cela parut à la fois si ordinaire et si extraordinaire qu'aucun d'eux n'en parla ensuite, comme si le nommer allait le rendre plus petit. L'hiver traversa Vienne avec son indifférence habituelle, et les leçons continuèrent, et les retouches continuèrent, et la veuve se trouva attentive à de petites choses, la manière dont le professeur baissait la voix lorsqu'il parlait à sa fille, la manière dont il avait mémorisé sans qu'on le lui dise la façon dont elle prenait son café lorsqu'elle restait pour assister aux leçons, la manière dont il s'interrompait parfois au milieu d'une phrase lorsqu'elle entrait dans une pièce, comme s'il avait oublié ce qu'il disait. Elle ne s'était pas permis d'aimer qui que ce soit depuis son mari, et l'interdiction ressemblait désormais moins à du deuil qu'à une habitude, le genre d'habitude que l'on confond avec le caractère. Ce qui la rompit ne fut ni une déclaration ni un geste. Ce fut un mardi matin de février, lorsqu'elle arriva à la porte du professeur, frappa et qu'il ne répondit pas, et qu'elle le trouva à son bureau, la tête dans les mains, parce que l'un de ses meilleurs élèves, un garçon de 17 ans qui était avec lui depuis 4 ans, avait été retiré par son père, qui avait entendu une rumeur, seulement une rumeur, selon laquelle le professeur pourrait être juif, et avait décidé que cela soit vrai ou non, l'association ne valait plus le risque. Elle resta sur le seuil et le regarda et comprit qu'elle assistait à un homme en train de se préparer à disparaître à nouveau dans son armure, à reconstruire la distance qu'il avait maintenue entre lui et tout ce qui pouvait lui être enlevé. Elle dit, très clairement, que s'il comptait passer le reste de sa vie à demi-mesure parce que le monde était cruel, elle trouvait cela terriblement ennuyeux, et qu'elle pensait qu'il était capable de mieux, et qu'en outre elle parlait d'expérience. Il leva les yeux vers elle. Alors il dit qu'il était lui aussi amoureux d'elle, et qu'il l'était depuis le moment où elle s'était tenue dans l'escalier avec 2 coupons de soie et n'avait absolument rien dit en réponse à quelque chose de très étrange qu'il avait dit, et qu'il avait pensé à cet instant plus de fois qu'il ne pouvait les compter, et qu'il avait eu peur parce qu'il avait travaillé très dur pour construire une vie qui ne pourrait pas être détruite, et quelle était la première chose depuis des années qui lui semblait valoir le risque. Elle dit qu'elle pensait que la peur était probablement une réaction raisonnable et qu'elle n'avait pas l'intention de l'en dissuader. Il dit que ce n'était pas vraiment utile. Elle dit qu'elle le savait. Ce qui suivit ne fut pas simple.
Le professeur se retira de son circuit habituel de représentation et publia un avis dans une petite mais respectée revue musicale, bref et précis, reconnaissant ses origines. Cela lui coûta plusieurs élèves et 2 relations professionnelles, et il traversa les conséquences avec une constance qui le surprit lui-même. Ce qu'il n'avait pas anticipé, c'était ce que cela ferait d'être pleinement vu et de ne pas en être diminué. La veuve, de son côté, écrivit une lettre aux avocats qui avaient géré la succession de son défunt mari, demandant un relevé formel des dettes et de leur origine. Il fallut 3 mois et une seconde lettre, celle-ci remise par l'intermédiaire d'un avocat qui lui devait une faveur, mais le relevé révéla finalement ce qu'elle avait toujours su, les dettes dataient d'avant son mariage de plusieurs années et appartenaient entièrement à son mari. La documentation était sèche et juridique et ne changea rien aux histoires que les gens racontaient, mais elle changea quelque chose dans la façon dont elle se tenait, dans la manière dont elle occupait l'espace où elle se trouvait. Ils se marièrent au printemps 1895 lors d'une petite cérémonie à Vienne à laquelle assistèrent les élèves restants du professeur, la couturière qui ne posait pas de questions, et une femme qui avait été la voisine de la veuve à Prague et qui avait toujours connu la vérité sur les dettes et l'avait gardée fidèlement et en silence pendant 3 ans. Sa fille portait une robe de soie vert pâle et jouait une courte pièce qu'elle avait elle-même composée, qui n'était pas techniquement accomplie mais qui était indéniablement belle. Le professeur avait réparé la majeure partie de ce qui avait été endommagé sur le plan professionnel et gagna quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Plusieurs musiciens qui le connaissaient peu et qui apprirent la vérité sur ses origines lui dirent en privé qu'ils avaient des histoires similaires, comprimées et cachées, et que savoir qu'il avait choisi de cesser de se cacher les avait fait se sentir un peu moins seul. Ce n'était pas une issue qu'il avait prévue, mais il en fut reconnaissant de la manière particulière dont on reçoit les cadeaux inattendus. Des années plus tard, leur fille deviendrait une musicienne de grande réputation, et elle dédierait son premier concert public à 2 personnes qui lui avaient appris, disait-elle, que les notes que l'on joue ne sont que la moitié de la musique. Le reste consiste à savoir quand rester dans la pièce et laisser quelqu'un vous entendre. Ni sa mère ni le professeur n'expliquèrent publiquement ce qu'elle voulait dire par là. Mais au 3e rang, ils comprirent, et ils se tinrent la main, et aucun des 2 ne la lâcha. Avez-vous apprécié l'histoire d'aujourd'hui? Restez encore un instant. Dites-nous en commentaire, depuis quelle ville regardez-vous? Ce message vous a-t-il touché? Et si vous avez des idées pour de prochaines histoires, partagez-les, votre suggestion pourrait devenir notre prochaine vidéo. Laissez un like si ce message vous a apporté quelque chose. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si vous pensez que quelqu'un pourrait apprécier ce message, partagez-le. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, consultez les liens dans la description. Certains sont affiliés, ce qui nous aide sans coût supplémentaire. Merci beaucoup pour votre présence. À bientôt pour une prochaine vidéo.